Et rebonjour à tous, bienvenue sur ce talk, le modèle de recherche, comment créer un modèle de recherche à la pointe. Et j'ai l'honneur d'accueillir trois magnifiques hommes quand même autour de cette table. Frédéric, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, ça fait déjà 2-3 fois qu'on se voit. Exactement. Et donc moi je suis Frédéric Rougemont, je suis le CPO de Jumia et Jumia c'est le numéro 1 du e-commerce en Afrique. Ok, bienvenue sur ce talk. Merci. Renaud, Salut. ça va? Ouais, ça va bien. Non, je suis meilleure mine l'après-midi. Tout à fait. Ouais. Donc moi, je suis Renaud Algosi. Je suis Head of Product and Growth chez Mythic, donc l'un des leaders de la rencontre en ligne. Et voilà, je suis très heureux d'être là pour cette troisième table ronde ensemble. Je suis très content de t'avoir parmi nous sur cette table-là. Et Benoît. Salut Marcel, merci beaucoup de m'accueillir. Donc moi je suis Benoît, je suis CPO chez Ocus. Donc Ocus c'est une entreprise qui aide les autres entreprises à trouver des images. Je pense qu'on travaille avec Julien d'ailleurs, je suis pas sûr, mais donc on aide les entreprises pour leurs besoins d'images avec deux biais. Un c'est un biais technologique et l'autre c'est une communauté de plus de 30 000 photographes. Et je suis particulièrement ravi d'être là puisque mon premier métier de product manager, je l'ai fait sur le même produit que Renault. Donc on a pendant quelques mois partager le même produit. Et donc, on te disait, il faut absolument qu'on te raconte ce qui se passait à ce moment-là en termes de product management. Et du coup, ce sera un des prochains webinars, je pense, de la saison prochaine. Donc, En voilà, saison 2. on peut teaser déjà dès maintenant. D'ailleurs, Grand plaisir, ça va être magnifique. n'hésitez pas à follow la chaîne non plus et aussi à poser toutes vos questions. Et du coup, nos guests y répondront du mieux qu'ils peuvent, en tout cas, j'espère. Par rapport, en fait, à cette thématique, c'était une thématique qui me tenait pas mal à cœur parce que on a de plus en plus de moteurs de recherche, mais on ne sait pas forcément comment est-ce qu'ils fonctionnent, déjà, dans un premier temps. Est-ce qu'ils fonctionnent correctement? Et comment est-ce qu'on fait, en fait, finalement, pour arriver à un vrai beau moteur de recherche, type Google? On tape un mot, d'un coup, on arrive à trouver ce qu'on cherche et ce qu'on veut. C'est un petit peu le Graal pour toutes les entreprises, je pense, en tout cas. Pour vous, comment est-ce que vous, sans dévoiler forcément l'intérieur du moteur de recherche, mais comment est-ce que vous fonctionnez pour améliorer votre moteur de recherche? Benoît, comment est-ce que vous fonctionnez ou fonctionnez actuellement? Alors, sur le moteur de recherche, je peux parler de Deezer, qui est vraiment l'expérience la plus relevant de ma carrière. No offense à mes petits camarades de Ocus s'ils me voient, parce qu'on avait 14 millions d'utilisateurs, donc forcément, un petit peu comme je pense comme chez Mythic, ça a un impact très important. D'abord, comme je disais dans la session d'avant, il faut mesurer ce qu'on fait. Et donc, ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fonction de comment on bouge l'algorithme, on a différents résultats. Est-ce que les gens écoutent moins? Est-ce que les gens écoutent plus? Qu'est-ce que tu recherches? Il y a parfois des artistes qui ont des noms d'albums dans la musique. Donc, qu'est-ce que tu recherches? Un album, un artiste. Si tu recherches une chanson, est-ce qu'après tu veux écouter les autres chansons quand tu cliques sur la première? Est-ce que tu veux écouter un album? Est-ce qu'on te fait un mix? C'est des choses très, très particulières que ça génère. Mais le plus important, c'est de mesurer quelle est notre performance, quelle est la performance qu'on veut atteindre pour pouvoir après changer les algorithmes. Bien évidemment, aujourd'hui, il faut des data scientists pour travailler tout ça, puisque c'est extrêmement complexe et compliqué. Et du coup, c'est ton critère de succès numéro 1 pour l'instant. Enfin, c'était un de tes critères de succès. Chez Deezer, oui, c'est l'écoute musicale qu'on essaie de maximiser. Alors, dans les moteurs de recherche, on regarde plusieurs KPI. Il y en a un, c'est la facilité de trouver une recherche. Combien de fois tu vas taper des lettres pour trouver ce que tu cherches? Combien de fois tu vas t'y reprendre? Et ensuite, voilà, cette facilité de trouver, c'est un mix entre la friction et la facilité. Okay. Et on regarde le nombre d'écoutes qui sont générées par le moteur de recherche. Ok. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Benoît, c'est la notion d'algorithme. C'est-à-dire, on a souvent tendance à penser que le moteur de recherche, c'est des critères que l'utilisateur met et puis il y a des résultats. Mais en fait, il y a de l'intelligence derrière. Et du coup, il y a des biais ou des choix qu'on fait pour prioriser, mettre en avant tel résultat plutôt qu'un autre. Et ça, d'abord, je trouve que c'est un point intéressant qu'il faut garder en tête. C'est pas neutre. Un moteur de recherche, c'est pas neutre. Et puis le deuxième point, c'était sur la mesure. C'est finalement la mesure de la pertinence et c'est quoi la finalité de ton utilisateur. En l'occurrence, pour la musique, c'est d'écouter de la musique, j'imagine. Nous, dans l'univers de la rencontre, c'est est-ce que je passe à l'acte, j'envoie un message, j'envoie un like, etc. Donc c'est là-dessus qu'on va le mesurer. Et le troisième truc que moi, je trouve intéressant autour des moteurs de recherche et qui me questionne en tout cas, et notamment chez Mythic,
Chez Mythic, on a un système un peu particulier qui est la notion de matching, c'est-à-dire il y a moi, mais il y a aussi l'autre en face. Et du coup, le moteur de recherche, il doit prendre en compte aussi les désirs de l'autre en face. Et ça, c'est une complexité qu'il faut intégrer, qui n'est pas partout sur tous les moteurs de recherche, mais en tout cas, nous, on a ça, et je crois que toi aussi, tu as ce type de problématique. À peu près les mêmes. En fait, je te rejoins totalement sur le fait est, dans le search, c'est qu'est-ce que tu mesures. En fait, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez particulier. Le search, c'est vraiment, s'il y a bien quelque chose qui est data oriented, c'est le search, parce que, quand tu vois la taille des assortiments aujourd'hui, qui est gigantesque, le client ne sait pas naturellement ce qu'il va chercher. Nous, un des KPI en plus qu'on avait, c'était le no result. En fait, on chassait le no result. De se dire vraiment que si quelqu'un a tapé quelque chose, c'est qu'il a eu une intention de chercher quelque chose. Et c'était un KPI qu'on suivait aussi. Et nous, historiquement, on avait commencé sur du manuel, où en fait, tu prends les top 100, enfin les top 100 des mots cherchés, tu as des équipes qui vont les retravailler au quotidien, qui vont faire de l'autocorrection pour faire des synonymes. Tu vois, t'as des bases, tu peux avoir des librairies de synonymes, mais tu as aussi un travail local à faire, justement, de faire vivre le search. Parce que le search, c'est quelque chose vraiment de vivant, qui va aller avec les tendances, qui va aller avec le sens du marché, et vraiment, c'est quelque chose d'assez vivant. Bien qu'aujourd'hui, maintenant, nous, on a évolué sur une structure qui était plus manuelle de configuration, d'optimisation. Maintenant, on est vraiment sur du learning to rank. Donc, on est sur des algos qui vont retravailler, ainsi de suite. Mais tu as quand même les deux points qui sont vraiment le suivi du KPI et c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose qui tourne tout seul. Tu as vraiment les équipes. Nous, on a une équipe dédiée que pour le search, qui travaille conjointement avec le marketing pour vraiment s'assurer qu'on est toujours... c'est vraiment un produit à part entière. Tu pourrais même construire, sur certaines structures, ils ont carrément une équipe produit dédiée que search. C'est tellement gros, quand tu vois un catalogue où tu vas avoir 30, 40, 50, 100 millions, surtout Deezer, je ne sais pas combien de chansons ils ont, mais c'est vraiment un produit à part entière. Vous aviez tous, du coup, une équipe dédiée au search? C'est le cas chez Deezer, ouais. Complètement. Ouais, nous, on l'a appelé Discover parce qu'on a intégré la search dans la mission utilisateur de trouver quelqu'un. Et que la search, c'est un moyen, mais il y a d'autres moyens. Et typiquement, les recommandations générées ou proposées par la plateforme, c'est un autre moyen de découvrir. Et je me pose la question de me dire, mais dans un monde idéal où la recommandation serait terriblement pertinente, est-ce que vraiment l'utilisateur aurait besoin d'un search? Et est-ce que c'est pas finalement la V1 ou le MVP de la recommandation? Et voilà, donc nous, on se pose ce type de questions, de savoir c'est quoi la place de la search dans notre système, vu qu'elle introduit des biais. Est-ce qu'on a envie de la garder, la mettre en valeur, ou plutôt de diminuer son impact, pour aller plus vers de la recommandation que nous, on gérait, basée sur ton comportement. Par exemple, typiquement dans le dating, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'entre ce que vous déclarez chercher et ce que vous aimez vraiment, il y a, je sais pas, un gap. Et je sais pas pour vous, moi je peux parler de moi. On pourrait imaginer que chercher une jeune femme grande, la réalité c'est que ma compagne n'est pas très grande et pourtant je l'aime et je suis heureux. Donc il y a ce biais-là. Et du coup, la search, elle favorise ce biais-là. Elle te permet d'exprimer des désirs qui sont peut-être pas forcément ce que tu cherches vraiment. À différence de ton comportement, qui est plus intéressant à aller travailler parce que c'est vraiment ce qui suscite de l'émotion chez toi et on capte ça. Et comment on trouve, du coup, pour aller jusqu'au bout de la discussion sur la search, mais est-ce que la search, c'est le bon endroit pour faire de la recommandation ou est-ce qu'on ne devrait pas trouver, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, d'autres moyens de proposer des profils pertinents? Et par rapport à ça, par où est-ce que vous commenceriez justement si vous deviez créer une search from scratch pour un nouveau produit, par exemple? Par quoi vous commenceriez? Est-ce que c'est directement avec des choses assimilées au machine learning? Est-ce que c'est des choses directement, si on pense MVP, basique, un critère égale une réponse? Par quoi vous commenceriez? Moi déjà, je commencerai par utiliser des outils tiers qui le font très bien, notamment pour les startups qui se lancent, parce que c'est compliqué. Je vais parler de Deezer, mais c'est des dizaines de personnes qui travaillent sur ça. Tu parlais de Google tout à l'heure. Là, c'est des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dessus. Donc, c'est compliqué. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des boîtes qui font ça très bien et qui te permettent d'avoir un premier niveau. Moi, ce qui me paraît très, très important, et si on prend si on fait un pas en arrière, notamment pour les boîtes qui commencent, c'est de se dire que le premier truc à faire, c'est, dans le respect du GDPR, etc., c'est de commencer à regarder ce que les gens cherchent.
Parce que la search, c'est un bon indicateur, par exemple, de sa user experience, sa user interface. Si on cherche quelque chose qui est normalement dans ton menu, c'est que typiquement, ton menu, il va pas. Ou alors, si on cherche une entrée, je parle de la musique, mais par exemple, un album, et qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent cet album, c'est-à-dire que peut-être tu l'as pas dans le catalogue. Donc, typiquement, nous, dans la musique, c'était extrêmement intéressant d'arriver dans un pays, de regarder ce que les gens y cherchent. C'est un des premiers trucs que tu fais, en fait. Tu regardes ce que les gens cherchent, encore une fois, de manière complètement anonyme, et tu dis, clairement, par exemple, cet album, on l'a pas, ou alors cette feature, on l'a pas, ou alors ce menu est pas bien mis. Il faut commencer à regarder, et ensuite, en fonction de ça, faire évoluer sa user experience, sa recommandation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, dans la musique, le moteur de recherche est aussi un point de recommandation. C'est-à-dire qu'en lui-même, quand tu viens sur ton onglet de recherche, on commence par te proposer des choses et on sait que tu vas chercher. Alors, si on sait que tu es plutôt consommateur de ce qu'on appelle le back catalogue, c'est-à-dire parce que tu aimais bien les Stones ou les Beatles, tu vas regarder leurs albums, la recommandation, pour le coup, dans la musique, ne va pas t'aider. Mais ce qui va être intéressant, c'est de te dire si tu cherches le White Album, par exemple, tu vas taper White quelque chose, on va plutôt filtrer sur les albums plutôt que filtrer. Donc, c'est très lié à la user experience et la user interface, mais en tout cas, il faut vraiment commencer par regarder ce que les gens font, parce que c'est un des meilleurs indicateurs qu'on peut avoir sur un service. Et vous, justement, si vous deviez commencer par une search, par quoi vous commenceriez comme Benoît, avec un outil qui fait déjà tout, ou qui fait tout, qui répond à votre problématique? Alors, nous, on avait commencé sur une solution externe, qu'on a réinternalisée. Les contraintes qu'on avait pu voir, avec le catalogue. C'est tout bête, mais quand tu es dans l'e-commerce, une des grosses contraintes pour avoir si plus tes données sont structurées, plus tu auras des facilités à avoir un search qui fonctionne bien. Et quand tu as des catalogues hétérogènes de données, tu as aussi ce travail, parce que c'est pas magique non plus. C'est que si tu peux avoir un outil externe, si tu mets des données totalement déstructurées, tu n'auras pas forcément des réponses qui sont vraiment relevantes. Donc on a eu ce double travail de structuration de catalogue, solution externe. Après, on a atteint la limite de l'exercice. Parce que quand tu pars avec une solution externe, tu as des leviers de configuration et de fine-tune que tu atteins une limite. Dans le sens, moi, je veux quand même sponsoriser mes propres produits ou je veux inclure des données externes qui vont permettre de faire des choses en plus. Donc voilà, donc on a décidé de le réinternaliser. Et donc dans cette réinternalisation, justement, on a ajouté notre propre machine learning, notre propre scoring qui permet de se faire. Donc moi, je pars sur l'option... en fonction de ta scalability, en fonction de la taille du catalogue, tu peux commencer sur une solution externe. Après, ça a un coût. C'est vrai que plutôt tu peux fonctionner, je pense, en solution externe jusqu'à un certain nombre de connexions. Après, les coûts explosent. Si tu dois avoir des millions et des millions, tu n'as pas le choix de partir sur de Elasticsearch ou des choses comme ça. Ouais, je suis aligné. Rien à ajouter, on est d'accord. Mais c'est vrai, mais tu rejoins vraiment les points qu'on disait, c'est que tu pars sur une solution externe et en fait, le premier travail que je t'avais dit au début, c'est des gars il faut des personnes qui regardent vraiment ce qui se passe derrière. Et nous, je m'en rappelle, je faisais le suivi. On avait tous les matins un reporting qui tombait sur les 100 mots-clés les plus recherchés et tu allais travailler ton assortiment pour dire voilà comment on va faire ça. Tiens, on n'a pas ça. Est-ce qu'on doit, si jamais tu es dans un mode retail, peut-être qu'on va aller lancer les équipes commerciales pour aller sourcer ce type de truc, tu vois. Et tu as vraiment ce travail, parce que le fait de passer par le search, tu vas vraiment travailler sur le besoin utilisateur, parce que c'est lui qui te donne l'input. Donc, c'est une donnée vraiment hyper utile. Ok. Vas-y. Ouais, non, il y a un élément, effectivement, dans internaliser versus externaliser, je pense que l'internalisation, c'est vraiment... l'externalisation, c'est plutôt pour les jeunes boîtes qui commencent. Il y a un élément qu'il faut bien voir, c'est que le search, quand on tape nous des mots et qu'on a un résultat, c'est un peu le search 1.0 et qui est en train de changer. Aujourd'hui, il y a en tout cas dans la musique, peut-être pas dans le dating, mais les assistants vocaux, où il y a beaucoup de recherches qui sont basées plutôt sur du NLP et du NLU. Donc vraiment comment on comprend une requête qui est formulée par quelqu'un qui parle et pas par juste site de rencontre, mais c'est quelqu'un qui va vraiment poser la question. La recherche audio, je ne vais pas citer des marques, mais Shazam, il y a la même chose chez Deezer, mais on cherche aujourd'hui en écoutant. Et la recherche d'images, de plus en plus. Justement, il y en a de plus en plus. Et donc ça, pour le coup, commencer à externaliser des innovations comme ça devient beaucoup plus compliqué. Parfaite introduction à ma question qui est, pour vous, quel est le futur de la recherche ? Tout à l'heure, Renaud, tu disais peut-être que vous, c'est de s'abstraire de la recherche. Ouais. Oui. Là, on parle de différentes recherches, photos, vidéos, audio.
Pour Bah, vous, vers quoi on tend? Ouais, bah, c'est évident que de passer de données très structurées à des données moins structurées. Typiquement, nous, on rajoute de la recherche sur, effectivement, hein, l'utilisateur décrit la personne idéale qu'il cherche, et puis nous, on va essayer de retrouver des données, de les interpréter, proposer la meilleure chose possible, le meilleur profil possible. Chercher aussi sur les contenus textes, hein, quand on se décrit dans son profil, ben, on donne des informations hyper intéressantes sur lesquelles on peut capitaliser. Pareil sur la photo. Donc je suis assez d'accord, hein, sur les pistes que tu as évoquées. Mais je continue, moi, à me dire, en tout cas dans l'univers de la rencontre, que la recherche est... Je ne sais pas si le futur de la recherche, c'est une vraie recherche comme on fait, parce que ça, c'est intéressant parce que vous disiez, ça permet de capter des tendances utilisateurs ou des intentions, des désirs. Et de l'autre côté, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Et du coup, la search, elle est obligatoirement, tu es obligé de formuler d'une manière ou d'une autre ce que tu cherches et tu es obligé de le savoir avant. Et moi, ce qui m'importe, ou la question que je me pose sur le futur de la search, c'est comment on fait pour capter ce que tu sais pas encore et comment on travaille là-dessus, en fait. Je pense qu'en tout cas, dans la musique, on a exactement les mêmes challenges. Si quelqu'un cherche quelque chose, ça veut dire que quelque part, tu as failli dans ton application, ta navigation, etc. Moi, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'en fait, bizarrement, en tout cas dans la musique, le digital a amené beaucoup de friction. Quand moi j'avais 18 ans, je voulais écouter un dernier album d'Iron Maiden, je prenais le CD qui était là, je le mettais dans ma chaîne et puis ça me prenait 10 secondes. Si je veux faire la même chose aujourd'hui dans mon setup, il faut que j'allume mon téléphone, il faut que j'ouvre mon téléphone, il faut que j'ouvre une application, il faut que je cherche, il faut que je trouve le bon truc, il faut que je le mette en lecture. Si jamais j'ai une enceinte Bluetooth, il faut que je le mette. Et en fait, ça va me prendre 2 minutes. Et donc pour moi, le futur, il est plutôt comment on réduit cette friction. Et donc c'est comment on fait en sorte de comprendre ce que veut faire l'utilisateur. Alors, il y a des boîtes, je ne vais pas citer parce que j'ai encore beaucoup d'affection pour Deezer, mais mon petit concurrent avec un logo vert, mais qui vient proposer de plus en plus ce que tu vas faire, ils te le mettent devant toi. Et je prends aussi toujours le même exemple, quand je pars le matin, à l'époque on allait encore au travail, au bureau, bah je descends de chez moi, je prends mon application de musique, je mets mes favoris, je me mets en shuffle et je rentre dans le métro. Pourquoi je dois faire ces 4-5 clics tous les matins alors que finalement la machine elle peut le faire pour moi? Donc pour moi c'est ça plutôt le futur. C'est un peu ce que tu dis en fait. C'est comment on comprend l'intention de l'utilisateur et qu'on lui met à disposition ce qu'il devrait chercher. Alors, chez nous, moi, par partie e-commerce, c'est un peu plus ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un petit peu le search à l'ancienne avec la fameuse barre de search. Voilà. Et je pense qu'on va avoir, sauf qu'aujourd'hui, l'utilisateur final, il peut rechercher n'importe quand. Comme on disait tout à l'heure, il voit un truc dans la rue, il va cliquer, il veut avoir le résultat immédiatement. Et c'est plus ouvrir des nouveaux canaux d'entrée pour t'atteindre et proposer quelque chose. Après, bien entendu, la personnalisation et le fait d'être relevant, ça, tu pourras le mettre proactivement avec du machine learning et ainsi de suite. Mais je pense que les points vraiment améliorés, c'est les canaux. Tu as les canaux d'entrée, sans parler des réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, tu prends tout vraiment, je pense que la fameuse barre de search, à terme, elle sera toujours là, mais tu auras quand même plein de points d'entrée sur tes recherches qui passeront à la photo, du son, de l'image, Facebook, peu importe, tu vois. Et en fait, tu arriveras justement à entrer là-dedans. Et l'idée, c'est quand même quoi? C'est que l'utilisateur, il a une demande et tu serais capable d'y répondre n'importe quand. Peu importe à quel moment il est, qu'il soit sur ton site ou pas. Et tu le vois aujourd'hui, le social commerce, nous, dans les e-commerce, on arrive maintenant dans des situations où un client peut commander chez toi sans même venir chez toi. Ce qui veut dire que c'est encore un autre niveau. C'est parce qu'il doit être capable de venir chercher dans ton catalogue sans même venir sur ta plateforme. Donc c'est vraiment des éléments qui vont aussi évoluer dans le temps parce que plus ça va aller, plus tu auras des canaux d'entrée sur ta plateforme. Et c'est à toi d'être capable justement d'ouvrir ton catalogue et ton search à des services extérieurs très facilement. Merci infiniment, messieurs, pour cette table. Justement, on a parlé de la search. On va enchaîner d'ici 3 petites minutes sur comment faire pour être data informed et data oriented, justement en partant de zéro. Chose qui est assez intéressante, je pense. Je peux rester? Tu peux rester. C'est Renaud qui va tout faire. Merci infiniment et on se retrouve tout de suite.